Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans ce superbe studio 106 de Radio France, de la Maison de la Radio. Alors, les fake news, effectivement, vous avez entendu l'excellent teasing, lancement de Jérôme. Les fake news, rumeurs, fausses informations, déstabilisation, vous avez peut-être déjà été victime de ce genre de choses. J'espère que vous n'en avez pas été les vecteurs. On imagine facilement, en tout cas, la capacité déstabilisatrice de ce phénomène, malheureusement, de société aujourd'hui, déstabilisateur sur le plan personnel, sur le plan humain. On l'imagine facilement et on imagine moins, par contre, l'impact pour une entreprise. Imaginez ce qu'il en est pour une multinationale qui emploie des dizaines de milliers de personnes dans le monde, qui a des centaines de milliers de clients, qui a un patron qui doit rendre des comptes à ses actionnaires. Une entreprise qui, un jour, doit faire face à une de ces attaques sans nom et sans visage. Cette entreprise, c'est Vinci, et le thème vous a été déroulé tout à l'heure par Jérôme. Entreprise cotée, vivre en bourse à l'heure des fake news. C'est le débat qui va nous animer avec nos trois invités que je vous présente. Pierre Duprat, bonjour Pierre. Bonjour. Directeur de la communication du groupe Vinci, je ne présente plus, un acteur mondial dans les services, la concession, la construction, près de 195 000 salariés, je crois, dans quelques 170 pays, je parle sous votre contrôle. Vinci qui, un beau jour de 2016, et là c'est vraiment totalement le hasard du calendrier, c'était le 22 novembre 2016. Voilà, c'est pas calculé, mais c'est ainsi. C'est un anniversaire. Vous nous direz justement si vous le fêtez, dans quelles circonstances vous le faites. Alors, c'est pas une attaque informatique, c'est une diffusion de fausses informations qui va avoir vraiment des conséquences inimaginables. Nous allons voir cela avec vous. À votre gauche, Guillaume Maujean, qui est rédacteur en chef finance-marché au quotidien Les Échos. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel. Alors Guillaume était aux commandes avec ses équipes ce jour-là. Il va nous raconter justement, lui, comment il a vécu les choses de l'autre côté de la vitre. Et puis Jean Debelot, à la droite de Pierre Duprat. Jean Debelot, président d'Aria Partners, qui est un cabinet de conseil aux entreprises, de communication en affaires publiques et de communication de crise. Je dirais que malheureusement, les deux vont de pair par les temps qui courent et dans le monde dans lequel nous vivons. Alors Pierre Duprat, racontez-nous. Je vais vous donner quelques minutes au départ. Il faut vraiment que vous nous racontiez cette histoire. Je le disais, folle journée du 22 novembre 2016. Et je vous remercie particulièrement parce que c'est la première fois que vous vous exprimez publiquement sur cette affaire. Si vous n'aviez pas géré cette affaire comme vous l'avez fait, ça aurait été vraiment un tsunami industriel. On se prend vraiment quelques minutes pour que vous nous refassiez le film intégral de cette journée, qui a été finalement très rapide, c'est concentré en très peu de temps. Oui, ça se joue sur une dizaine de minutes. C'est d'ailleurs toute la question. C'est la rapidité avec laquelle tout ça survient. On est le 22 novembre, donc 2016, il y a exactement 2 ans. Emmanuel le rappelait. Tout est calme et tranquille dans le monde de Vinci. Le patron de Vinci et son directeur de la communication, votre serviteur, sont tous les deux à l'extérieur. On est à une conférence de presse, pas une conférence de presse Vinci que j'organise, non, une conférence de presse polytechnique, puisque Xavier Huillard, le PDG de Vinci, est le président d'une campagne de levée de fonds pour son école polytechnique. Et comme c'est sa première sortie publique sur le sujet, je l'accompagne, sans trop savoir pourquoi. On est dans le centre de Paris, il est sur scène, il déroule son programme, tout va bien, il est 16h à peu près. Et puis, quelques minutes plus tard, je commence à recevoir un texto, 2 textos, 10 textos, un mail, 2 mails, 10 mails, un appel téléphonique, 2 appels, enfin, vous avez compris. Il est en train de se passer quelque chose, je m'agite sur ma chaise, je pianote compulsivement mon smartphone, je sors de la salle de conférence de presse, je reviens, je ressors. Et puis vers 17h, Xavier descend de scène et vient me voir et me dit « Pierre, c'est vachement sympa de m'avoir accompagné, je t'avais rien demandé, mais t'es là, c'est gentil, mais franchement... tu sors tout le temps de la pièce pendant que je parle, c'est quand même un peu désobligeant. Il s'est passé quoi ? Je dis juste, il s'est passé, Xavier, qu'on a perdu 7 milliards en bourse. Et donc, ça justifie que je m'agite un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Vinci, comme le rappelait Emmanuel, a été victime d'une tentative d'usurpation d'identité. Pas d'une cyberattaque, Emmanuel a raison, une simple usurpation d'identité. Quelqu'un, on ne sait toujours pas au moment où on se parle 2 ans après qui, a envoyé un faux communiqué de presse, Vinci, renvoyant vers un faux site internet Vinci, de faux numéros de téléphone du directeur de la communication
et du patron des relations presse, faisant état d'informations évidemment tout aussi fausses selon lesquelles Vinci aurait procédé à une modification de ses comptes consolidés suite à des malversations comptables ayant entraîné le licenciement du directeur financier. Oui, vous avez raison, c'est du lourd. C'est d'autant plus du lourd que ça survient, ce communiqué de presse, en plein pendant les heures de cotation. La plupart des journalistes, ça leur a semblé un peu étrange. Ils ont fait leur boulot, ils nous ont appelés. Et malheureusement, il y a 2 agences de presse anglo-saxonnes. Emmanuel ne m'a pas encore autorisé à les citer, donc pour le moment, je ne les cite pas. Qui font l'erreur de reprendre un peu vite ce communiqué sans l'avoir vérifié ou sans l'avoir correctement vérifié. L'action plonge, on dément, l'action se recale, fin de l'histoire. Si on regarde la timeline, elle est intéressante parce que tout est dans la timeline. 16h05, envoi du faux communiqué. 16h06 et 7, les agences reprennent le faux communiqué et balancent plusieurs leads. Vous savez, les leads, c'est un bout du communiqué qui est repris instantanément en attendant que le journaliste fasse la première dépêche. 8 leads en 1 minute pour l'une des agences. 16h06 et 7. 16h10, le porte-parole de Vinci dément. Donc on est très réactif. Donc le vrai héros qui a sauvé Vinci, c'est lui. Il est dans la salle. D'ailleurs, c'est Paul-Alexis Bouquet. Il est modeste, donc il ne se fait pas remarquer. Il est dans la salle. Il est 16h10. 16h15, avec un peu de retard, les autorités de marché suspendent le cours. Un peu de retard parce que l'action, suite au démenti et suite évidemment à la reprise instantanée du démenti par les agences, l'action était déjà en train de remonter. Mais les autorités de marché suspendent le cours, 16h15. À 16h19, la cotation reprend et l'action va se recaler à quelques pourcents en dessous de son cours d'ouverture. Et 2-3 jours après, ça sera complètement recalé. Donc au fond, pour Vinci, le problème est pas vraiment un problème boursier. En tout cas, pas durable. 16h49, confirmation écrite pour suivre les procédures de Vinci, mais qui n'a plus aucun impact parce que le cours est remonté, il est pratiquement recalé à ce moment-là. Et juste pour sourire, à 17h15, le directeur juridique, pour clôturer l'histoire, appelle l'AMF, le directeur juridique de Vinci, appelle l'AMF, qui n'était pas au courant, il leur apprend ce qui vient de se passer. Ouais, ça peut sembler dingue, mais l'AMF... L'autorité des marchés financiers. Ouais, elle n'est pas au courant. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que le directeur juridique de Renault les appelle. C'est peut-être un petit sujet. La pression. Voilà, non, c'est ça le résumé, Emmanuel, c'est 10 minutes oui. Et un yo-yo de 14 milliards. C'est pour finir par une punchline, c'est 10 minutes de pipeau, 14 milliards de yo-yo. Est-ce que depuis, Vinci a été de nouveau attaqué de la sorte? Non, grâce à Dieu, mais... Pas grâce à vous? Non, si vous me questionnez pour savoir ce qu'on a fait, je vous répondrai, mais non, on n'a pas été à nouveau attaqué, mais la vérité que je dois à l'ensemble des personnes qui nous écoutent et nous regardent, c'est ça pourrait arriver demain à Vinci comme à n'importe qui d'autre. On en parlera effectivement. Alors on va suspendre le temps, on revient à 16h... C'était quoi, 16h02, c'est ça, 16h05, 16h05 précisément. Là, on passe de l'autre côté, on va dans la rédaction des Échos. Guillaume Aujean, vous étiez aux commandes. Racontez-nous, alors un peu moins longtemps que... on va faire un film un peu plus court, qui était très intéressant au demeurant. D'abord, il faut dire que si cet épisode était arrivé il y a 20 ans, ça aurait posé très peu de problèmes aux Échos, parce que notre contrainte, c'était de sortir un journal. On avait jusqu'à 20h30 pour envoyer les articles. On aurait eu 3-4 heures pour démêler le vrai du faux, et il y aurait eu très peu de soucis. Aujourd'hui, et en l'occurrence il y a 2 ans, le 22 novembre à 16h05, on a tout de suite le site internet qui nous dit qu'il se passe quelque chose. On a reçu ce communiqué de presse, le cours a dévissé, la capitalisation s'effondre de effectivement plusieurs milliards d'euros. Il faut qu'on ait une réaction aux Échos. On a évidemment un site web, un site mobile. Il faut qu'on ait une réaction très rapide sur ce qui est en train de se passer. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de chance et un peu de clairvoyance. Beaucoup de chance parce que ce jour-là, à 16h05, on avait d'abord la journaliste qui suit Vinci depuis des années, qui connaît très bien le groupe, qui connaît bien Pierre Duprat, qui est plutôt aguerrie, qui a un certain caractère, c'est une journaliste à qui on ne la fait pas, et qui reçoit le communiqué, qui est plutôt bien fait, hein, qui renvoie à un site internet, qui renvoie effectivement à des communicants, des numéros de téléphone, elle les appelle, elle tombe sur un répondeur téléphonique, je crois, mais elle fait le mauvais coup et elle vient voir le service marché en leur disant « On a reçu ce communiqué, c'est bizarre, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Et là, deuxième coup de chance, on a notre spécialiste de l'autorité des marchés financiers, de la régulation des marchés financiers, qui dit pour une affaire de cette importance, c'est strictement impossible qu'une entreprise communique en plein milieu de la séance boursière. Il faut vraiment un événement catastrophique qui nécessite une communication rapide, la mort d'un PDG, des fuites qui peuvent arriver pour que l'entreprise soit tenue de communiquer. Mais une affaire comptable comme ça, c'est impossible que l'entreprise, en plein milieu d'une séance de bourse, communique à ses actionnaires. Et donc, à partir de là, ils vont effectivement appeler directement les personnes responsables chez Vinci. Ils vont appeler l'AMF, qui effectivement, à ce moment-là, était pas très au courant de la situation, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose de faux. On comprend au bout d'un quart d'heure que c'était un faux communiqué, en discutant avec les gens de Vinci et avec des gens sur les marchés. On voit que le cours, effectivement, est suspendu, puis se réajuste assez vite. Et donc, on a pris un peu le temps de faire un papier, non pas sur « attention, Vinci a des malversations financières et doit réviser ses comptes », mais « attention, Vinci a été victime d'un faux communiqué de presse ». Vous n'avez pas sauté directement sur l'information, vous avez cherché. C'est là que je dis qu'on a eu beaucoup de chance, parce que les personnes étaient là. Un peu de clairvoyance, parce qu'on a pris le temps de ne pas suivre tout le monde, et les agences de presse en l'occurrence, et les marchés financiers. Alors c'est important pour les personnes qui nous écoutent, parce que là on est vraiment dans la cuisine de comment ça se passe d'un côté comme de l'autre, et on va voir justement, Guillaume Aujean, de votre côté également, quelles leçons vous avez tirées de cette affaire. Jean de Belot, vous êtes, je le disais, le conseil, le communicant. Le cas de Vinci n'est pas isolé, c'est pas nouveau, il y en a plein d'autres de cas comme cela. Alors moi je ne suis pas communicant de Vinci, je le regrette, hein, mais bon... c'est pour ça qu'on vous a invité, d'ailleurs, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je vais vous donner 2-3 cas. Une entreprise française qui concourt sur un appel d'offres en Allemagne avec une clause d'exclusivité, et des concurrents font sortir dans un journal allemand sérieux le fait qu'elle vient de signer un contrat relativement important avec une autre entreprise. Le temps de s'en apercevoir, de réagir, de vérifier dans le groupe, qui est assez important, qu'effectivement on n'a pas signé avec un concurrent tout en étant en appel d'offres avec une clause d'exclusivité. Pof, l'entreprise est exclue, elle est sortie du marché. Et les deux parties reconnaissent ensuite que tout ça est faux, et assez classiquement de la part des entreprises, ni les entreprises... Aucune des deux entreprises ne souhaite faire un communiqué en réaction et re-raconter l'histoire, parce que c'est assez classique. Nous ne voulons pas attirer l'attention sur un problème qu'on a eu, c'est le grossir, réattirer la marque, etc. Moyennant quoi, il y a courrier aux médias. Le média se courbe gentiment en expliquant que la source était bonne, était fiable et que tout ça était crédible. L'impact est là, il est fait. L'avantage second, enfin effet collatéral, c'est que ça crée d'excellentes relations entre les deux partenaires un temps exclus. Autre type de fake news très fréquent, quand on travaille dans mon métier, on va voir des journalistes, on va voir des autorités de tutelle. Un jour, je me retrouve à Bercy du temps de Sarkozy avec des argumentaires, des chiffres, etc. Et je me fais balancer par l'un des directeurs adjoints du cabinet du ministre que je voyais voir d'autres données reprises de choses totalement officielles et qui contredisaient violemment ce que j'étais en train d'expliquer. Donc je passe un quart d'heure un peu ridicule ou un quart d'heure un peu affaibli et je prends les documents. Les documents venaient d'une source, le type me dit « Ok, je vous élimine la source, mais je vous donne tous les documents ». Je reviens chez mon client, on travaille, on s'aperçoit que sur des documents publics, des statistiques publiques, etc., il a été fabriqué des fausses lignes, des faux chiffres pour démontrer des choses inexactes. Et ça peut aller très vite aussi. Donc on est dans un univers de fake news, enfin on est dans un univers où rapidité, crédibilité, dans l'affaire de Pierre, vous avez quelque chose qui est très très puissant, c'est le prestige de la marque Vinci et le prestige des intermédiaires qui reprennent la volonté de nuire et passent aussi par la volonté d'aller taper des marques très crédibles. On a eu quelques cas d'entreprises qui ont eu des attaques, mais sur des médias... on pourrait en citer plein. On pourrait en citer quelques-unes. Et on pourra malheureusement probablement encore en citer plein. Pierre Duprat, vous avez eu l'occasion évidemment de discuter avec les journalistes depuis cette affaire. Quelles leçons vous en avez tirées ? Est-ce que vous avez mieux compris, je dirais, leur manière de fonctionner ? Oui, d'abord on a commencé par
vérifié ce qui se passait de notre côté. On a vérifié qu'on n'avait pas vraiment eu de soucis. Encore une fois, il n'y a pas eu d'intrusion informatique, il n'y a pas eu de défaut de procédure, il n'y a pas eu de problème de bonne pratique. Vous savez, dans ces cas-là, il y a des collègues de gens qui, pas lui, hein, il est trop prudent pour ça, mais ses collègues qui, très vite dans les journaux, expliquent ce qu'il faut faire quand on est une entreprise et qu'on veut éviter ce qui est arrivé à Vinci. Et donc, il y a toute une série de bonnes pratiques qui arrivent en catalogue. Bah oui, mais elles étaient déjà toutes en vigueur chez Vinci. Donc, le problème, une fois qu'on sait qu'il n'est pas chez nous, on regarde où est-ce qu'il peut être. Effectivement, quand en 1 minute, vous balancez 8 leads, c'est probable que vous n'ayez pas vérifié, ou en tout cas pas vérifié convenablement. Là, on parle des agences, hein. De l'agence en l'occurrence, d'une agence en l'occurrence. Des 2 agences. Et quand en 1 minute, vous avez balancé 8 leads, je suis bien sûr que vous n'ayez pas une sorte d'assistant digital qui vous aide, un robot ou j'en sais rien, parce que ça va quand même extrêmement vite. Et puis de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que le côté agence, de l'autre côté, au niveau des opérateurs de marché, quand vous avez des milliards qui s'évaporent en quelques secondes ou quelques minutes, c'est pareil, c'est que quelque part, on a des robots. Et donc quelqu'un de malveillant a fait en sorte que des robots parlent à d'autres robots et fassent plonger 18% une blue chip française. Voilà ce qui est arrivé. Donc s'il y a des enseignements à tirer, je pense qu'ils sont de ce côté-là. Mais à qui profite le crime en l'occurrence? On n'en sait rien. Le parquet financier et l'AMF ont tous les deux diligenté une enquête. Je crois que l'AMF l'a classée sans suite. Le parquet, je ne sais pas exactement où ils en sont, on n'est pas vraiment tenu au courant. Mais quand vous avez vu l'AMF, l'AMF est venue vous voir quand même. L'AMF a investigué, venue vous voir, comment elle a procédé? Elle a commencé par perquisitionner chez Vinci et réquisitionner l'ordinateur du DRH pour voir si quand même il n'aurait pas viré le directeur financier, juste un petit peu. Voyez. Donc c'est sûr que quand ça part comme ça, on se dit qu'il y a peu de chances que l'investigation aille à son terme. C'est sûr. Guillaume Mojan, ce que disait en creux Pierre Dupras, c'est la dictature de l'immédiateté, entre guillemets. Comment on le vit ça dans les rédactions, surtout à l'heure de la concurrence très vive entre médias, entre confrères, entre télé, radio, d'information continue? C'est vrai qu'il y a une concurrence de l'ensemble des médias, qu'il y a une dictature de l'immédiateté, qu'il y a une espèce d'industrialisation des fake news. Hein. On le voit avec un caractère très sophistiqué, mais les fake news, moi ça fait 20 ans que je suis les marchés, j'en ai vu un paquet, et sur beaucoup d'autres histoires comme Vinci. C'est vraiment consubstantiel au marché et à la bourse. Hein. La première grande fake news, c'était en 1815, c'est à la bataille de Waterloo. Il y a un financier très intelligent à Londres qui apprend que Napoléon a perdu la bataille. La légende veut que ce soit par des pigeons voyageurs, mais c'est sans doute plutôt le réseau de coursiers donc de Nathan Rothschild. Et au lieu de profiter de l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses agents de change et à ses hommes d'affaires de propager la nouvelle que Napoléon a gagné. Qu'est-ce qui se passe? La livre s'effondre, les marchés boursiers s'effondrent. Il demande à tout le monde de racheter à bas prix. Un jour après, il prévient tout le monde que non, en fait, Napoléon a perdu, ce sont les Anglais, c'est Wellington qui a gagné la bataille. Les cours s'envolent et c'est l'origine de la fortune de Nathan Rothschild. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui les fake news, il y en a eu énormément. Moi, je me souviens très bien aussi le 11 septembre 2001, l'effondrement des tours jumelles. On doit réagir assez vite sur le site internet. Évidemment, on a les informations qui arrivent au compte-gouttes. Et puis on voit quand même, j'appelle des gens sur les marchés qui me disent il y a 30 avions dans le ciel américain qui sont en train de cibler toutes les villes américaines. C'est une catastrophe d'une ampleur jamais connue. Je me souviens en 2011 de la crise de la zone euro, des rumeurs de faillite de plusieurs banques, dont la Société Générale, et des concurrents de la Société Générale qui m'assurent que si, la banque va déposer le bilan dans quelques jours. Donc il faut garder la tête froide. Donc il faut garder la tête froide. Il faut avoir, effectivement, faire preuve de clairvoyance. Il y a 2 types de fake news, en fait. Il y a les fake news un peu accidentelles, la mort de Bouygues. C'est l'AFP qui l'annonce, qui a mal géré, son correspondant a mal géré l'information, a cru comprendre qu'il était mort, envoie une dépêche. Malheureusement, nous, ce jour-là, effectivement, c'était un samedi, on avait qu'un permanentier qui était très jeune, qui a repris l'info très vite, qui en a fait un push sur les mobiles, et puis qui a donc vu quelques minutes plus tard que, en fait, il n'était pas mort et qu'on a faisait une bonne sieste dans un hôtel en Normandie. Donc ça arrive. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est expliquer son erreur, reconnaître son erreur et essayer d'y remédier. Les fake news malveillantes, manipulation effectivement de cours de bourse, les banquiers d'affaires qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui testent une information, qui essayent de vous dire voilà ce que j'aimerais bien voir, mais en fait c'est pas tout à fait la réalité. Il faut faire preuve de recul, d'expérience, et puis il faut aussi exiger des lecteurs qui soient exigeants. C'est-à-dire que
qui ne s'attendent pas à avoir des informations d'une super qualité vérifiées en 10 minutes sur des sites qui sont totalement gratuits. L'exigence, elle marche des deux côtés. Il faut payer une rédaction et ça coûte cher, et donc payer des articles si on veut qu'ils soient rigoureux, fiables et de qualité. Guillaume Aujean, est-ce que vous avez changé vos process de travail aux Échos suite à cette affaire, notamment? On n'a pas changé nos process parce qu'on avait, en l'occurrence, plutôt bien géré celle-là. On a effectivement réfléchi après l'affaire Bouygues, plutôt, où là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez équipé dans des moments un peu creux de l'actualité chez nous, et qu'il fallait, quand quelqu'un était peu expérimenté, avait des doutes, qu'il appelle tout de suite un responsable, qu'il puisse joindre tout de suite quelqu'un, qui puisse aller vérifier l'info et pas effectivement balancer un papier sur le site, puis un push, avant de reconnaître effectivement qu'on s'était trompé. Tout cela appelle la question, comment éviter d'autres cas au présent et à l'avenir? Est-ce qu'on est blindé, Jean de Belot, face à ces attaques? Ou à défaut d'éviter, est-ce qu'on peut les anticiper et agir du coup? Non, il y a des méthodes techniques qui permettent de garantir un suivi, une cryptologie, des moyens de reconnaissance avec les principaux partenaires des acteurs. Mais étant donné la variété des sujets, des occasions, des émissions de fake news, c'est évidemment très dur. Ce qu'il y a de très intéressant dans l'affaire Vinci, c'est prestige de la marque, prestige de l'intermédiaire. La majorité des choses en top qui circulent essayent de passer par des voies secondaires et des médias, des sites, des blogueurs moins vigilants. Et ça, c'est évidemment un critère. Les réseaux sociaux, notamment. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, techniquement, il y a des choses à faire. On a pu voir que certaines grandes entreprises cotées étaient équipées de systèmes assez disparates, malgré tout. Il y a un point qui est intéressant, qui est évidemment ce que disait Guillaume tout à l'heure et Pierre, une annonce spectaculaire en période de marché sur une société cotée, ça ne peut pas fonctionner. Et là, le professionnalisme parle tout de suite. Mais le spectaculaire de l'information ne met pas à l'abri. Moi, j'ai vécu le 11 septembre en journaliste. C'était très spectaculaire. J'ai eu à travailler sur l'annonce de l'affaire Kerviel par la SocGen. C'était totalement impossible à penser, à croire, alors même que ce genre d'événement survient dans l'industrie bancaire assez régulièrement. Et donc, ça n'est pas le spectaculaire, l'incroyable, puisque chacun le sait, la réalité dépasse toujours la fiction, qui met à l'abri, c'est vraiment la rigueur des process et la rigueur des process de base, vérifier, aller voir. Et recouper l'information, c'est le principe de base pour les journalistes. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que l'État, on en appelle souvent à l'État, est-ce que l'État peut faire quelque chose? Pierre Duprat, je me tourne vers vous. Mardi soir, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, a voté en deuxième lecture le texte sur les fake news, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, on parle de plus de politique, puisque c'est l'intervention éventuelle d'un juge en référé en 48 heures pour bloquer une information politique. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose dans le milieu de l'entreprise, une loi pour bloquer les fake news qui concerneraient l'entreprise? Je peux vous dire que les journalistes, là, seraient vraiment vent debout. Donc, en fait, la réponse est dans la question, c'est ça. Non, écoutez, moi, très franchement, je ne suis pas le mieux placé pour donner des conseils à l'État. Donc, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans ce pays, dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État et on lui demande de faire une nouvelle loi. Honnêtement, je crois que dans l'affaire Vinci, en tout cas, ce n'est pas un sujet de loi, c'est un sujet de responsabilité. Et puis c'est un sujet très simple, on vient de le voir autour de la table, c'est à peu près impossible de prévenir ce type d'événement, de prévenir ce type d'opération malveillante. C'est pratiquement impossible. Il faut se mettre au carré sur ces systèmes informatiques, il faut respecter les procédures édictées par les autorités de marché, il faut adopter les bonnes pratiques comme Jean le rappelait. Aujourd'hui, vous estimez que vous êtes blindé finalement par rapport à ça? Mais non, on est blindé, mais ça ne vous empêchera pas de le vivre à nouveau, nous ou d'autres. En fait, vous ne pouvez pas prévenir ce genre de sujet, mais vous pouvez avoir une action curative. Vous pouvez réagir, et vous pouvez réagir vite. Et si vous voulez avoir la meilleure réaction du monde, si vous voulez utiliser le système le plus efficace au monde, c'est un truc qui est très simple. À peu près tous les smartphones en sont équipés. C'est une vieille fonction dans les smartphones, ça s'appelle le téléphone. C'est-à-dire que voilà, il suffit d'appeler le contact que vous connaissez, que vous jugez fiable, parce que les journalistes travaillent avec des contacts fiables, enfin, c'est ce que Guillaume nous expliquait tout à l'heure,
Vous l'appelez et tout va bien. C'est assez simple, au fond. Donc, en fait, on est pessimiste si on parle de préventif, mais on est optimiste si on parle de curatif. Parce que ça va assez vite à régler comme problème. En vérité, ce qui marche le mieux, ce qui est le plus puissant, ce qui est le plus fiable, et c'est quand même vachement rassurant, c'est l'intelligence humaine et c'est la relation humaine. Enfin, à condition de s'en servir. Jean de Belot, la régulation, ça vous semble important? Une fake news une loi, pardon, contre les fake news dans la microéconomie? Non, ça me paraît inopportun à plein de titres, déresponsabilisant. Et on peut même se poser parfois si, dans certaines présentations officielles, l'État lui-même ne diffuse pas des faux concepts. Non mais, on va prendre un exemple simple qui court beaucoup, on va en prendre deux. Le 3% du déficit. Bon, si on avait expliqué depuis 40 ans aux Français que la réalité c'est 25%, la vision des choses, bon, mais c'est tout de même une espèce de fake public concept. Voilà, le Parlement européen, on a tous appris qu'un Parlement avait l'initiative législative. Le Parlement européen n'a pas d'initiative législative, ça n'est pas un Parlement. C'est du fake concept, porté par les pouvoirs publics, porté par beaucoup de gens. Bon, voilà. Donc pas de régulation, non, de l'intelligence, comme disait Pierre Duprat. Oui, et puis confiance aux gens, où est-ce qu'ils vont se nourrir et où est-ce qu'ils vont chercher l'information fiable et l'analyse fiable. Ouais. Guillaume Aujean, même question. Je rejoins tout à fait Pierre et Jean. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a le sentiment de toute façon que les hackers auront toujours un temps d'avance sur la régulation. Il y a une sophistication. Il y a, aux États-Unis par exemple, vous avez des hackers ukrainiens qui ont envoyé 150 000 faux communiqués pour tromper les investisseurs et qui ont réussi à faire un profit de 100 millions de dollars. Vous n'arriverez jamais à avec toute la meilleure régulation du monde, à les arrêter. Ce sera uniquement du curatif. Ce qui est fascinant aussi dans l'affaire Vinci, c'est que c'est sans doute des robots chez les agences qui ont automatiquement envoyé ces leads, ces communiqués, et que ce sont d'ailleurs sur les marchés des robots qui ont réagi immédiatement à ces leads. Et qu'on voit bien effectivement que ça manque d'humain et qu'il faut retrouver un peu d'humain, retrouver effectivement un peu d'intelligence humaine pour résoudre ce type de problème-là. Et puis peut-être améliorer l'autorité des marchés financiers et la manière dont ils travaillent pour faire les contrôles et peut-être aller voir directement et agir, en tout cas, avoir le nez peut-être un peu plus sur les affaires beaucoup plus rapidement. Oui, il faut pas trop donner de leçons parce qu'on fait tous des erreurs. Vous êtes gentil. Les agences font des erreurs, les entreprises font des erreurs. Les autorités publiques font des erreurs, donc il ne faut pas trop stigmatiser les uns et les autres. Il ne faudrait surtout pas que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pensent que là, on est en train d'organiser le procès des journalistes en général ou des agences de presse anglo-saxonnes en particulier. Je veux dire, ce genre d'événement est quand même rarissime. La plupart du temps, les journalistes font leur boulot, c'est-à-dire, c'est quoi leur boulot? C'est justement de lutter contre les fake news. Si on n'a pas la presse, qui va lutter contre les fake news? L'État? Bien sûr que non. On vient d'en parler. En tout cas, les seuls qui peuvent nous sauver des fake news, c'est les journalistes. Il y a un point très précis dans la loi anti-fake news, c'est que confier ça à un juge en référé qui doit agir en 48 heures, c'est tout. Sauf le travail journalistique. Un journaliste, pour recouper les informations, il a besoin parfois de beaucoup plus de 48 heures. Et là, on est vraiment dans les limites de l'exercice, et tout le paradoxe d'ailleurs d'une telle régulation. Merci infiniment pour cet éclairage très précieux qui renvoie à la responsabilité de toutes et tous. Merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde.